Bonjour tout le monde. Bon, en français parfait, on verra bien. Euh, ça me fait plaisir d'être là, de vous voir tous, d'avoir assisté à ces moments et ces présentations à la fois intéressantes et inspirantes. Et j'espère que maintenant, je ne vais pas tout gâcher. Parce que je voudrais parler de notre mortalité, de la maladie, misère et de mourir. Et là-dedans, j'espère évoquer cette capacité de vivre et mourir plus librement. Donc, je n'ai pas d'études à vous citer, ni d'images, ni de données, mais plutôt le témoignage de mes 30 ans de pratique dans la tradition bouddhiste, où on met l'accent beaucoup justement sur la nature mourante de nos vies et sur notre capacité de se réconcilier avec le fait qu'on va mourir, d'établir même une certaine intimité avec cela et d'établir cette liaison entre notre capacité de vivre librement et de mourir librement. Donc, c'est souvent des choses qui sont considérées parfois comme morbides, même tabous. On a tendance personnellement, et puis dans notre façon de vivre dans la société, d'éviter, d'ignorer, d'oublier, de nier la mort. Et pourtant, c'est le destin certain de nous toutes et tous. Donc, si on voudrait concevoir, envisager, se viser vers une vraie santé, une santé ultime, on peut dire, une santé qui peut aller au-delà de l'état fragile du corps et de l'esprit dans un moment ou l'autre, mais il faut qu'on aille dans cette direction. Donc, cet après-midi, je voudrais à la fois explorer un peu notre relation habituelle à la mort, et puis aussi d'envisager comment on peut la voir, l'inclure, la vivre avec plus librement. Un jour, il y a 25 ans à peu près, peut-être, je faisais une balade avec mon maître de méditation à l'époque, et on marchait dans le cimetière d'une vieille église. On marchait parmi les pierres tombales et il y en avait certains qui étaient toutes vieilles, cassées même, des gens qui sont morts dans un temps perdu. Il y en avait d'autres qui étaient couverts de lichen ou de lierre, des gens aussi maintenant oubliés. Et puis il y en avait d'autres qui étaient encore toutes fraîches. La butte de terre récemment recouverte, les fleurs toujours posées devant, les gens qu'on venait de perdre. Et mon enseignant m'indiquait ces pierres tombales avec leurs 2 dates inscrites sur chacun. La date de naissance, la date du décès, et puis il m'indiquait plus particulièrement le petit tiret entre les 2 dates. C'est ce tiret, il me disait, c'est ce tiret et ce à quoi chaque vie se réduit. Ce petit tiret. Et pourtant, on est là, toute pleine de vie. On s'accroche à ce qu'on ressent, à ce qu'on fait, à ce qu'on veut, à ce qu'on vit. Et il nous semble tellement évident de s'y accrocher, de s'y identifier. Et en y faisant, on aussi a tout ce qu'on appelle la vivacité, et ainsi que toutes les tensions et tous les drames qui vont avec. Et
est-ce qu'il y a un autre moyen de s'incarner dans cette vie qui nous permet de reconnaître, même à l'instant, et qu'on peut et qu'on va tout laisser disparaître à un moment donné. Il me rappelle aussi d'un temps que j'ai passé dans un monastère en Thaïlande, début des années 90. J'étais adolescent encore, j'avais 19 ou 20 ans. Et j'étais à la fois très impliqué dans une pratique intensive de méditation, et puis à la fois aussi j'étais très prise par l'état de mon mental, par la pratique que j'essayais d'entreprendre, très impliqué dans ma pratique et ma vie et ce que je fais et tout le reste. Et dans le monastère, un moine avait inscrit un petit panneau qu'il a accroché sous un arbre, et je passais dessous tous les jours en allant de mon petit cabanon dans la jungle où je m'isolais vers la salle de méditation en commune. Et sur ce panneau, c'était marqué « Détendez-vous. Dans 100 ans, que des gens nouveaux. » Donc au début, quand on évoque qu'on va tout disparaître et devenir que ce petit tiret entre une date et une autre, ça peut sembler justement triste ou morbide. Et puis, voici cette autre perspective dans laquelle ça peut être soulageant de prendre une perspective où tout sur laquelle je m'obsède et tout ce que je fais autour de ma vie peut être tenu dans un espace, dans une perspective plus grande, plus ouverte, plus vaste. Donc, la mort nous approche. Quelle que soit notre chance, quelles que soient nos circonstances, ça vient vite. D'ici, combien de temps, on ne sait pas. D'ici, très bientôt. Quelques décennies ou quelques heures, mais très bientôt. On parcourt, nous toutes et tous, un chemin à sens unique, à une vitesse inconnue, vers une destruction garantie. Et une vraie pratique contemplative nous invite à avouer à cela, à s'éveiller à cela, à contempler cela. La plupart du temps, notre sens de ce que c'est cette vie dépend justement de se considérer comme moi, comme un moi, mes activités, mes besoins, mes envies, mes relations, ma vie, ma mort, mon mort, ma mort, très bien, ma vie, beaucoup de ma, et surtout ce corps, cet esprit, qui sont les choses autour de laquelle toute notre identification tourne. Mon corps, mon esprit, comme Tenzin Palmo a évoqué ce matin. Et puis, dans la mesure qu'on s'accroche, qu'on s'identifie à mon corps et à mon esprit, mais ça, c'est la mesure justement qu'on souffre là-dedans. Parce que si ce corps est malade, ce qui est forcément le cas de temps en temps, on finit avec l'impression que je suis malade. Si cet esprit est confus, qui est forcément le cas parfois, on finit par l'impression que je suis confuse. Et donc, de contempler cette identification, cet accrochage, de reconnaître ça nous donne l'opportunité de reconnaître ce qui se passe en corps et esprit
avec un certain espace autour. Cet espace justement que Mathieu Ricard a aussi évoqué ce matin. La capacité d'être intime avec notre expérience sans être emporté par, impliqué dedans notre expérience. Cette capacité d'accueillir, de tenir notre expérience plus légèrement. La plupart du temps, personnellement, et dans notre tendance dans la société, on est dans une sorte de déni par rapport à la mort inévitable. C'est pour ça qu'on rit quand on l'évoque, parce que ça nous rend un peu agités. On voit cette déni sur plein de niveaux, sur les produits anti-âge, par exemple. Un produit anti-âge. Comme si on pourrait empêcher une seule journée de passer. Comme si notre relation au vieillissement ou à la proximité de la mort pourrait se définir ou se caractériser en comptant nos rides. Et comme si, moins de rides, moins d'âge. Mais en fait, bien vieillir ne peut pas être mesuré par la présence ou l'absence des rides ou des cheveux gris ou tout le reste. Bien vieillir est mesuré plutôt par notre capacité de s'incarner à l'aise, à l'accueil, à l'écoute, des expériences telles qu'elles sont, telles qu'elles nous arrivent. Notre capacité de s'incarner gracieusement, librement, dans la bonne santé lorsqu'elle est là, ainsi que dans la maladie, dans la douleur, dans la dégradation, dans la destruction qui nous attendent forcément. On voit cette déni aussi dans notre capacité, dans notre tendance de comparer. Elisa et Elisabeth ont évoqué justement il y a tout à l'heure cette capacité de souhaiter que les choses soient autrement et comment ça nuit sur notre bien-être. Et pourtant, on se met devant la glace et ou on regarde une vieille photographe. Oh, qu'est-ce que j'étais beau, qu'est-ce que j'étais ferme, qu'est-ce que j'étais jeune. Il y a 10 ans. Même si il y a 10 ans, on n'était pas trop content de comment on était là. Et maintenant, il nous semble tel dommage que je n'ai pas profité là, parce que j'étais beau et ferme et tout le reste. Oui, mais dans encore 10 ans, qu'est-ce que le corps d'aujourd'hui nous semblerait justement jeune et ferme et tout le reste? Donc, les bonnes nouvelles là-dedans, c'est que aujourd'hui, c'est la journée la plus jeune de tout le reste de votre vie. Et donc, on peut être inspiré comme ça, merci, vous l'applaudissez, c'est magnifique, mais l'invitation, c'est de s'incarner dans cette vérité, de profiter de cette vivacité, cette capacité, cet état du corps, cet état d'esprit tel qu'il est là maintenant, plutôt que de se perdre dans toutes les comme si et les si jamais qui pourraient autrement corrompre notre bien-être. On voit cette déni aussi quand on parle des maladies, et surtout quand quelqu'un meurt d'une maladie, ce qui est aussi fait partie de la vie, inévitablement. Et malgré la perte et la tragédie de nous qui portent la deuil d'une personne qui part ainsi, on utilise un langage étrange en fait.
On parle surtout par rapport au cancer, on parle souvent de lutte, de bataille, de combat. Un langage très agressif, et puis on finit par dire que la personne a perdu son combat contre le cancer, a perdu suite à une longue bataille contre le cancer. Peut-être, mais peut-être il y a un moyen aussi d'être plus gracieux face à ce qui nous arrive. Je vais parler un peu prochainement d'une expérience moi-même avec quelqu'un de très cher que j'ai perdu du cancer. Mais d'abord, quelques exercices qu'on peut faire pour contempler ainsi. Dans les traditions bouddhistes, il y a énormément de pratiques qui visent justement sur notre relation avec la mort. Mais des choses qu'on peut faire sans entreprendre toutes sortes de pratiques particulières. D'abord, justement, de vous mettre en face du miroir, dans la salle de bain, avec la lumière qui révèle tout. De contempler vos rides. Peut-être vous aurez besoin de vos lunettes, de plus en plus, en fait. De contempler vos rides, de contempler le grisaillement des cheveux ou la perte des cheveux, de contempler la façon que la peau suit les règles de la gravité. Et puis aussi d'accueillir toutes sortes de réactions que vous avez. Le fait que la détresse qui pourrait surgir, le dégoût qui pourrait surgir, de voir, de ressentir, d'accueillir toutes ces façons par lesquelles on peut être contre soi-même, en rejet de soi-même, en rejet de ce processus tout à fait naturel. Et de contempler ainsi, de faire de la place pour des différentes couches de réactions qu'on pourrait avoir, c'est une façon de se mettre à jour à là où on est, comment on est, de se réconcilier du fait que ça, c'est un processus tout à fait naturel. Vivre, c'est naturel. Mourir, c'est naturel. Et nous sommes la preuve et l'expression de ce processus justement naturel. Une autre façon de contempler, c'est de mettre l'accent de notre attention sur les fins. La fin d'un repas, la fin d'une phrase, la fin d'une respiration, la fin d'une activité, la fin d'un moment intime avec quelqu'un, la fin d'un moment de plaisir, la fin de quelque chose qu'on a subi. De se familiariser vraiment, moment par moment, dans notre expérience, avec le fait que tout s'achève, que tout se termine, que c'est normal que les fleurs se fanent, que toute activité finisse, que chaque vie s'achève. Et au début, dans ce processus de contemplation, au début, justement, ça peut être assez perturbant parce que de première vue, ce qu'on voit, c'est justement ce côté de « Oh, tout est en train de mourir. » Tout est en train de se corrompre, tout est en train de disparaître. Rien n'est sûr, rien n'est certain. Tout part. C'est un peu déstabilisant en début, mais si on reste avec ce processus contemplatif, on commence aussi à voir l'autre côté de la même vérité. Que tout est toujours en train d'apparaître, de naître. Que la vie d'elle-même est très dynamique, très créatrice.
que cette vie qu'on vit est justement la preuve et l'expression de cette créativité. Moyen de commencer vraiment, profondément, faire confiance à ces processus naturels, faire confiance à notre capacité de vivre librement et de mourir librement. On ne sait pas comment ça va être. Vous avez peut-être des idées religieuses, spirituelles, des idées scientifiques, les idées culturelles, mais on ne sait pas comment ça va être, mourir. Si vous voulez vraiment savoir, il faut demander aux morts. Et ils ne disent pas grand-chose. Moi, j'aime beaucoup l'intuition d'un ami, un enseignant renommé aussi, américain, Ram Dass, qui disait que, lui ne savait pas non plus, mais que sa meilleure intuition, c'était que mourir serait comme enlever une chaussure trop petite à la fin d'une longue journée. Une sorte de soulagement, d'ouverture. J'ai perdu une amie très proche il y a quelques années du cancer. Et j'ai décrit un peu le processus justement dans le livre que j'ai publié cette année. Et je vais vous lire un petit extrait qui décrit le processus. C'est plus facile de le lire parce que le français est déjà écrit sans faute grammatique, donc je vais m'appuyer là-dessus. Une de mes amies chères est morte d'un cancer à l'âge de 32 ans. Ses 2 enfants avaient 4 et 2 ans. Et je suis arrivé quelques heures après sa mort dans leur maison. Et avec son mari, nous sommes assis auprès d'elle. Nous avons chanté, nous lui avons parlé, nous avons médité et nous sommes restés ainsi dans la pièce où son cadavre gisait pendant 3 jours. Nous n'avons pas essayé de rationaliser l'état dans lequel elle se trouvait. Mais le premier jour, sa présence était palpable dans la pièce. Elle s'est progressivement modifiée et a diminué au cours des 72 heures qui ont suivi. Et nous sommes juste restés là, en présence de tout ce qui émergeait. Nos souvenirs d'elle, notre amour pour elle, le chagrin et la tristesse qui se présentaient de temps en temps dans nos cœurs et dans ceux qui passaient pour lui rendre hommage. Nous avons évoqué ensemble les formidables qualités qu'elle a eues dans sa vie. Ses copines sont venues et ont lavé et habillé le cadavre. Elles lui ont fait les ongles et ont brossé les cheveux. Nous avons pris soin d'elle dans la mort. Et en faisant cela, nous avons pris soin aussi de la tristesse et de la perte que nous partagions. Nous sommes allés directement à la rencontre de la mort, comme elle l'avait fait. Au cours de ces dernières semaines, elle avait fabriqué son propre cercueil en sol et avait imaginé elle-même la cérémonie de son propre enterrement que je devais animer. Son décès a été très triste et poignant. Et pourtant, il y avait aussi une profonde reconnaissance que c'était la nature de la vie, une profonde connaissance de la réalité. Aucun d'entre nous ne sort d'ici vivant. Être proche à la mort ainsi peut aussi faire partie de nous faire confiance à ce processus naturel. Ça me rappelle d'une parole de Bob Marley.
qui évoque cette phrase dans une de ses chansons. Un matin lumineux, lorsque mon travail est fait, je m'envolerai. Je m'envolerai librement. L'invitation de ces contemplations, l'invitation, je dirais, du fait qu'on est là, qu'on est vivant, c'est de s'interroger sur ces processus. L'invitation à découvrir une manière de vivre, d'accueillir ces différents états. Il y a quelques semaines, 6 ou 7 semaines maintenant, j'ai cassé 3 côtes. Et je ne sais pas si vous avez jamais eu des côtes cassées ou des côtes fêlées, mais c'est extrêmement douloureux. Ça fait mal à bouger, ça fait mal à rire, ça fait mal à tousser, ça fait mal à respirer. Pendant 3 semaines, je n'ai pas pu m'allonger, il fallait dormir assis. Enfin bref, ça faisait très mal. Et pourtant, c'était aussi très intéressant de voir que cette douleur intense ne nuisait pas vraiment à mon bien-être. On peut souvent mettre l'accent sur ce qui ne va pas, et pourtant, il y avait tout le reste qui est là. Malgré nos circonstances, malgré l'état de 1 ou 2 ou 3 ou plein de choses, la vie d'elle-même nous berce au point qu'on peut lui faire confiance, se reposer là-dedans, et lorsque notre travail est fait, s'envolerait. Donc, voici nous, dans cette vie qui est courte et fragile et précieuse et mystérieuse. Profitez-en. Merci. Merci à Martin. Merci. Merci pour avoir traité cette question difficile. En écoutant Martin, je pensais bien évidemment à cette fameuse phrase de Montaigne, philosopher, c'est d'apprendre à mourir. Et c'est curieux parce que Montaigne est un philosophe de la joie de vivre. Montaigne est presque un épicurien, pas un hédoniste dans ses textes. Et pourtant, c'est lui qui a dit philosopher, c'est apprendre à mourir, parce que ce sont bien les deux faces. Pour profiter de la vie, il faut aussi comprendre sa finitude et ne pas avoir justement au plus un excès d'attachement. Je pense que Martin nous l'a très bien montré, donc je rappelle son ouvrage « Ne te quitte pas », donc le corps au cœur de la méditation.